Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Et encore merci de la confiance sans cesse renouvelée à votre émission Les choses du pays, l'émission qui vous permet de comprendre toutes les situations en temps réel telles qu'elles sont vécues et parce que nous voulons ensemble les partager. Les choses du pays, c'est votre émission, c'est sur TV+, la meilleure des chaînes. Nous sommes allés au fond du détail parce que nous aimons aller au fond du détail. Voici la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans ce somptueux décor naturel parce que nous allons être reçus dans quelques instants seulement par M. Luc Bongonsi, président du Morena. Luc Bongonsi est un opposant qui a un parcours, qui a une endurance, qui a une constance, mais également qui a des choses certainement à nous dire tout en répondant à quelques questions que nous allons nous permettre de lui poser dans le cadre de l'émission Les choses du pays. À toutes et à tous, bienvenue. Voici la rubrique En toute sincérité. Voilà, nous sommes dans les appartements privés de M. Luc Bongonsi, le président du Morena. Dans quelques secondes seulement, nous allons nous entretenir avec ce dernier sur les actualités de notre pays, mais également de tout ce qu'il y a comme brûlant et que vous voulez savoir, parce que c'est un monsieur qui a énormément de choses à dire aux populations gabonaises. Toc toc. Monsieur le Président, bonjour. Oh. Encore merci de nous recevoir. Nous arrivons comme ça chez vous. Ça fait sensiblement 2 semaines que nous cherchons à mettre la main sur vous. Il est quasiment difficile, sinon presque impossible, de pouvoir vous rencontrer. Mais là, nous avons eu la chance de notre vie. Et encore merci de nous recevoir dans vos appartements privés. Je vous en prie. Alors, beaucoup entendent parler de Luc Bongonsi. Beaucoup vous connaissent. Il y a également qu'il y en a qui aimeraient naturellement faire votre connaissance. Qui est Luc Bongonsi? Sur le plan, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris l'initiative de venir nous rencontrer à notre domicile pour que nous puissions échanger. Autant il est difficile de nous rencontrer, autant il est assez difficile d'avoir les journalistes ou des organisateurs d'émissions prendre l'initiative de venir rencontrer un leader politique à son domicile. Je tiens donc à vous remercier. Je crois que s'il faut revenir sur votre question, c'était la... Qui est Luc Bongonsi? Qui est Luc Bongonsi. C'est très embarrassant de se présenter soi-même. Nous nous demandons quel est le Bongonsi que vous voulez connaître. Est-ce que le Bongonsi est leader politique? Est-ce que c'est le Bongonsi homme? Est-ce que c'est le Bongonsi père de famille ou le Bongonsi qui a été fonctionnaire d'État? Nous faisons allusion à l'homme politique. Ah, je tiens à vous remercier pour cette précision. Luc Bongonsi a pris conscience de la nécessité du combat politique le 22 juillet 1962. À l'époque, je terminais ma classe de 5e à Saint-Gabriel, au collège normal Saint-Gabriel de Mouila. Et j'étais lauréat d'un concours organisé par des compagnies aériennes, Air France, UTA, Air Afrique et Transgabon. Le fait d'être lauréat nous donnait l'occasion de passer 10 jours en France. Et j'arrivais en France pour la première fois le 22 juillet 1962. Et vous vous imaginez, jeune Gabonais, je peux dire jeune broussard que j'étais, je descends à Orly et je découvre la Tour Eiffel, je découvre Paris avec ses merveilles. Nous avons fait le tour des châteaux à Touraine, dans les châteaux de la Loire, et les châteaux Chenonceau, Chinon et autres Amboise. Mais je m'étais aperçu qu'il y avait un grand écart entre le développement de l'Europe et le développement de l'Afrique. Et c'est à partir de ce jour que je m'étais engagé, jeune Gabonais que j'étais, à me battre coûte que coûte pour que notre Afrique
notre Gabon s'engage dans la voie du développement. J'ai pu me maîtriser jusqu'en 1981. Au passage, je vous signale qu'au coup d'État de 1964, au moment où j'étais à Saint-Gabriel, j'avais été indexé également comme étant un des récalcitrants parce que dans notre classe se trouvait un jeune Français et nous avons pris la décision de faire la grève parce que ce jeune Français, dont le père était commandant de la Légion de gendarmerie, je ne sais plus comment on les appelait dans le temps, nous cachait la réalité sur les différents événements qui se posaient à Libreville. Donc nous avons décidé de faire une grève et ce jeune homme a interprété cette grève comme étant l'initiative de Luc Bengono. Nous étions en troisième à l'époque. Donc j'avais eu l'honneur d'être appelé à l'époque par École Jean-Marc et qui nous avait demandé si nous voulions effectivement arrêter les cours comme l'avaient fait d'autres. Donc après, j'ai essayé de travailler, j'étais fonctionnaire au Trésor, je suis diplômé de l'École nationale des services du Trésor de Paris et j'ai travaillé comme tout autre citoyen. Et en 1981, je vais aller très très vite, en 1981, le défunt Oyonnax nous rendait régulièrement visite parce que c'était mon beau-père, c'était l'oncle de mon épouse. Et un jour, il m'a retrouvé au bureau. Je lui ai dit, ah, mon beau-père, moi, je ne sais à quoi sert le fait que nous puissions faire des commentaires sur la situation du Gabon si nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de poser le problème publiquement. Hein, de façon qu'on en parle. Nous ne sommes pas des irresponsables pour continuer à discuter dans les bureaux, à nous plaindre dans les bureaux et dans nos maisons. Oyono s'était levé. Il ne m'avait pas répondu. Et 2 semaines après, il m'a invité à une des premières réunions qui s'était tenue au domicile de Jules Mbabekali en février 1981. Et je crois que c'était la toute première réunion du Morena. Et ce jour-là, nous disions que nous voulions avoir des correspondants extérieurs qui assureraient le relais de l'opération que nous allions lancer parce que nous étions convaincus que nous serions arrêtés parce qu'à l'époque, le PDG était tout puissant et ne pouvait pas accepter la contradiction. Alors aujourd'hui, vous êtes le président du Morena, mouvement de redressement national. Comment se porte le Morena? Et nous pensons que dans le contexte général, il ne faut pas prendre le Morena seulement dans sa situation actuelle. Le Morena subit les coups de boutoir du pouvoir depuis sa création. L'État a toujours incité les membres du Morena à faire des dissidences, à faire des scissions. Et cela a toujours fait en sorte que le Morena se retrouve comme une petite peau de chagrin. S'il faut s'exprimer ici, vous comprendrez que l'arrivée du Père Mba a fait en sorte que nous ayons 2 Morena, le Morena de Bicheron et le Morena originel. Après, le groupe La, nous sommes retrouvés un groupe La et un groupe Morena originel. Et le groupe La s'est retrouvé dans le CDJ, je crois, à l'époque. Je peux dire, s'il faut citer l'ensemble de ces scissions, Nguemondo, qui est arrivé de France, qui avait comme ambition de réconcilier Zoé Ngama et Oyonnax, a créé lui aussi une autre tendance qu'on appelle aujourd'hui le Morena unioniste. Et même aujourd'hui, comme vous le dites, en 2010, alors que je me trouvais à Bitam, je reçois un coup de téléphone de Libreville me disant que Ali Bongo serait venu des États-Unis et chercherait quelqu'un qui pourrait organiser un congrès et qui enlèverait Bengono de la présidence du Morena. Et qui vous appelle en ce moment? Je garde son nom par... Oui, je garde son nom par discrétion. Mais c'est à la suite de quoi? C'est à la suite du passage du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Quand nous avons rencontré Ban Ki-moon, nous avons exposé la situation du Gabon au secrétaire général de l'ONU. Et nous lui avons remis le mémorandum du Morena. Oui. Au moment où les autres lui remettaient le mémorandum de l'Union nationale, de la CR.
Et notre mémorandum portait sur des problèmes de fond du Gabon. Et au 50e anniversaire, le Morena a envoyé un message à la population et bien sûr aux amis du Gabon en décrivant la situation réelle de ce pays. Et quand Ali Bongo s'est rendu aux États-Unis, on lui a demandé qui était Luc Bengono, le président du mouvement de redressement national, qui a des positions aussi responsables et aussi radicales. Et de retour, il s'est arrêté à Paris pour rencontrer à l'époque le président Sarkozy. Et dès qu'il est arrivé ici, il a appelé deux ressortissants du Haut-Lintem pour qu'ils cherchent quelqu'un qui pourrait organiser le congrès. Et ils ont mis la main sur Mondou. Le Mondou était déjà exclu du Morena. Vous savez que par principe et d'après les règlements intérieurs, si vous n'assistez pas à un certain nombre de réunions, cela signifie une démission. Et cette démission a été entérinée par la note qu'on lui a adressée en constatant qu'il ne pouvait plus faire partie du Morena parce qu'il n'assumait plus les responsabilités des militants du Morena. Et nous lui avons dit également de ne plus parler au nom du Morena. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, parce que d'après ce qui nous a été rapporté il y a quelques années, vous avez été exclu du Morena et qu'on vous interdit désormais de parler au nom du Morena, parce que le Morena qui est reconnu, c'est celui de Mondou. Mais je crois que le problème, ce n'est pas un débat. Moi, je considère que le débat n'est pas là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Mondou ne connaît pas le Morena. Je suis un des membres fondateurs du Morena. J'ai affirmé, il y a quelques jours, que sont membres fondateur du Morena, ceux qui avaient pris part à la réunion du 23 novembre 1981 à 4 h du matin à Siban et qui ont été jugés le 26 novembre 1982 par la Cour de sûreté de l'État et qui ont subi des condamnations, 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'interdiction de séjour. Luc Bengono que je suis, j'en fais partie. Et je ne conçois pas, je ne vois pas qu'un Mondou dont la moralité est assez douteuse, qu'on aille le chercher pour essayer de déstabiliser l'action responsable que mène le Morena pour la libération de ce pays. Ça veut donc dire que dans le Morena, il peut y avoir, ou alors il y a eu des instrumentalisations. Mais bien, à son niveau, oui. Et quand j'ai vu le journal de la semaine dernière, dans lequel on invitait les partis politiques à se rendre à la présidence de la République, il est dit le Morena tendance Mondou centre. Mais le Morena n'a jamais été un parti du centre. C'est nous qui avons lancé, nous sommes le premier parti à nous opposer au système à parti unique. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait annoncé le multipartisme, le PDG se comporte toujours en parti unique. Donc, nous ne voyons pas par quels moyens et pour quelles raisons le Morena peut devenir un parti du centre. Notre combat est de libérer le peuple gabonais. Notre combat est de faire en sorte que le peuple gabonais devienne un peuple souverain. Souverain en désignant lui-même les responsables de ce pays. Peut-être que nous en parlerons peut-être plus tard, mais il est à noter, et nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, que le peuple gabonais n'a jamais eu la possibilité de désigner le chef de l'État. Vous parlez de chef de l'État. De quel chef de l'État parlez-vous? Omar Bongo Ondimba, de Léon Mbami Komidan, d'Omar Bongo Ondimba ou d'Ali Bongo Ondimba? Bon, si nous parlons du dernier cas, le cas d'Ali Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba nous dit dans son interview dans Jeune Afrique qu'il a pris le pouvoir en 2007. En 2007. Donc, il a pris le pouvoir dans la famille, alors que Omar n'était pas encore mort. Omar n'était pas, c'était une usurpation du pouvoir. Donc, quand nous analysons cette déclaration, nous nous apercevons que l'élection de 2009 ressemble à l'élection de 1967, où en 1967, on avait déjà préparé Bernard Bongo, à l'époque, à succéder à Léomba. Ben, on essaie de modifier la Constitution, d'apporter les amendements dans la Constitution. Et après avoir apporté les amendements dans la Constitution,
on a organisé une parade électorale. Et comment interpréter qu'un candidat à l'élection présidentielle soit sur un lit d'hôpital? C'est inexplicable. Inexplicable. Et que ce soit son adjoint qui fasse campagne. C'est une insulte au peuple gabonais. C'est une insulte très grave. Et il a suffi que Léon Mba s'en aille chez le père, c'est-à-dire meurt pour qu'on donne facilement le pouvoir à Albert Bernard Bongo. Est-ce que c'est ce qui a été le cas pour Ali Bongo? Mais pour nous, c'est exactement le cas, parce qu'en 2007, quand Ali nous dit qu'il avait déjà pris le pouvoir, c'était avec la complicité, hein, je peux dire, des pouvoirs extérieurs et également la complicité des membres des différents gouvernements de l'époque. Monsieur le Président, est-ce que c'est ce qui vous empêche ou alors qui vous amène à refuser catégoriquement de reconnaître Ali Bongo Ondimba comme président de la République gabonaise? Mais moi, je vous dirais que Ali Bongo n'a pas reçu du peuple gabonais l'onction qu'il faut. Il ne détient pas le pouvoir du peuple gabonais. Il a usurpé du pouvoir et aujourd'hui, depuis qu'il a le pouvoir, il se comporte en conquérant. C'est le conquérant qui se passe totalement de la vie du peuple, du peuple. Il se comporte en conquérant, mais en conquérant, en prenant un Béninois comme directeur de cabinet, ce qui est une insulte pour le peuple gabonais. En prenant un Somalien comme chef de cabinet, et vous comprenez, moi je confirme ici qu'Ali Bongo, s'il peut être gabonais d'adoption, mais il n'est pas gabonais d'origine. Oui, mais certains de ses collaborateurs sont certainement dans un cas pas très différent, mais ont tout de même la nationalité. Mais moi, j'ajouterais que cela est une preuve flagrante que le Gabon est recolonisé par les autres peuples de l'Afrique. Si les Blancs sont partis, mais ce sont les Sénégalais, les Maliens, les Congolais, les Béninois, les Somaliens, voilà, les Nigérians, hein, les Camerounais, qui peuplent aujourd'hui le Gabon. Vous voyez le nombre aujourd'hui. Et nous nous disons que si dans ce contexte, on organise les élections, mais le peuple gabonais n'aura jamais la chance de pouvoir amener un Gabonais d'origine à occuper les fonctions présidentielles. Parce que les étrangers sont extrêmement nombreux. D'après les échos que nous avons, ils tourneraient autour de 4 millions aujourd'hui. 4 millions. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes xénophobe? Il n'y a pas, je crois que nos amis étrangers qui sont ici doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de la xénophobie, mais il s'agit d'un problème profond de dignité d'un peuple. Reprenons le cas de chez eux. Si nous allons au Nigeria et qu'on amène 600 millions de Chinois au Nigeria, comment les Nigérians vont se comporter? Prenons le cas du Cameroun. Ils sont autour de 20-25 millions. Si on prend 20 millions d'Égyptiens qui arrivent, ou 50 millions d'Égyptiens qui arrivent au Cameroun, si les Égyptiens sont très nombreux, j'entends bien, mais est-ce que le Camerounais serait content? Nous disons aujourd'hui que la présence excessive de nos frères africains constitue un autre défi pour un peuple comme le nôtre. Et il faut qu'ils en prennent compte. Ils vont plus loin, M. Ekoga. Plus loin, puisque la semaine dernière, le directeur général de la RTG, David Elamidza, a pris part à la conférence des pays islamiques, des radios des pays islamiques. Ce qui veut dire que le Gabon, par le fait que les musulmans soient ici, soit devenu un pays islamique. Ce n'est pas encore déclaré, Monsieur le Président. Mais nous disons que... Vous êtes dans la spéculation? Non, ce n'est pas de la spéculation. Le Gabon est devenu un pays islamique de fait. Puisque vous voyez les femmes qui se promènent avec les voiles islamiques, comment vous appelez ça? Les voiles islamiques. Vous voyez le Gabon abriter la conférence des ministres des pays et des membres de la conférence islamique, et ainsi de suite. Au Gabon, il ne nous reste aujourd'hui qu'à amener la charia.
Celui qui a été mis à la tête du Gabon, il est appelé Raïs. Il est appelé Raïs. Bon, ce n'est pas le fait que nous ne trouvions pas dans la Constitution aujourd'hui qui semble dire que le Gabon est un pays islamique, que nous ne trouvions pas que c'est écrit islamique. Mais aujourd'hui, de fait, le Gabon est devenu un pays islamique. Alors, Monsieur le Président, beaucoup de Gabonais... Pour nous, ce n'est pas